Merci beaucoup et bienvenue. Je m'appelle Marc Carrier, je suis un des professeurs de médecine ici à l'Université d'Ottawa. Puis c'est un grand plaisir aujourd'hui de discuter avec vous de la thromboembolie veineuse chez les patients atteints d'un cancer. C'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet qui est très fréquent, mais qui reste relativement méconnu des professionnels de la santé. Les patients, les infirmiers, infirmières, pharmaciens, pharmaciennes, les médecins sont souvent pas au courant des signes et symptômes, ce qui fait en sorte que souvent les patients vont avoir un délai dans le diagnostic puis l'initiation d'une anticoagulothérapie qui est efficace. Comprenez-moi bien, je suis bien au courant quand on parle de la maladie veineuse thromboembolique ou de la thromboembolie veineuse, que ce soit une TVP, une thrombophlébite profonde, ou quand que ça s'embolie, ça va au niveau des artères pulmonaires, une embolie pulmonaire, les deux bouts du même tube. Ce n'est pas quelque chose qui est fréquent dans la population générale. On parle de façon générale une personne par 1000 dans la population, mais aussitôt qu'on a un diagnostic de cancer, aussitôt qu'on a un diagnostic de cancer qui va commencer une chimiothérapie, le risque n'est plus de 1 sur 1000, on passe à du 1 sur 200. Puis la prise en charge du cancer est tellement complexe, les patients vont être hospitalisés parce qu'ils vont avoir des complications de la chimiothérapie, ils vont avoir besoin de cathéter veineux central pour donner des transfusions, des médicaments, ils vont avoir besoin des biopsies, des chirurgies. Tout ça, c'est tous des petits facteurs de risque qui vont faire en sorte que ça va augmenter les risques d'avoir la maladie veineuse thromboembolique. Puis quand on regarde la prise en charge du diagnostic jusqu'à la fin de vie, c'est pas du 1 sur 200, mais c'est vraiment du 1 sur 20. Donc très, très fréquent. On en voit tout le temps quand on est sur service ou dans les cliniques à l'externe. Puis c'est important parce que ces patients-là vont avoir des complications chroniques qui sont importantes. Souvent, ils vont développer un syndrome post-phlébitique où ils vont avoir un édème du membre inférieur, ça va être des douleurs lancinantes qui vont être inconfortables. Ils peuvent avoir un syndrome post-EP où est-ce qu'il va avoir un essoufflement, une difficulté de faire de l'exercice. Tout ça va diminuer la qualité de vie de nos patients, bien sûr, mais de façon plus importante, c'est aussi associé avec une augmentation de la mortalité. La thromboembolie est la deuxième cause de décès chez les patients atteints d'un cancer suite à la progression du cancer sous-jacent, de façon ex aequo avec les infections. Si on va aujourd'hui au centre de cancer, on va dans la salle d'attente, on demande à n'importe quel patient « Êtes-vous au courant des signes et symptômes d'une infection? » Ils vont dire « Oui ». Ils vont être au courant de la neutropénie fébrile. Ils savent que s'ils ne se sentent pas bien, ils doivent prendre leur température. S'ils font de la fièvre, ils doivent se rendre à l'urgence ou contacter un médecin, leur infirmier, infirmière ou pharmacien, pharmacienne. Mais si on demande aux mêmes patients, savez-vous c'est quoi les signes et symptômes d'une TVP ou d'une EP? La grande majorité des patients ils n'auront pas aucune idée. C'est pour ça qu'il y a un délai dans le diagnostic, puis c'est pour ça qu'il y a un délai non seulement dans le diagnostic, mais aussi dans l'initiation de l'anticoagulothérapie, ce qui fait peut-être en sorte que les gens sont plus à risque d'avoir des complications à long terme, des comorbidités, et puis une augmentation de la mortalité. Donc, d'où l'importance que, malgré que c'est une instance clinique qui est relativement méconnue, d'en parler avec les patients et avec les professionnels de la santé. Si les patients ont un diagnostic d'une maladie veineuse thromboembolique, les différents agents d'anticoagulation ont changé au cours des dernières années. On va 30 ans, 40 ans, c'était les antagonistes de la vitamine K, la warfarine. Vous savez, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, beaucoup d'interactions avec la nourriture. C'est un index thérapeutique qui est très étroit. Les gens doivent se rendre régulièrement pour avoir des prises de sang. Ce n'était pas quelque chose qui était facile à faire pour les patients atteints d'un cancer. Dans les débuts des années 2000, on a commencé à avoir des données avec un anticoagulant qui était parentéral ou donné par injection sous-cutanée, les héparines de bas poids moléculaire ou les HBPM, qui ont donné une nouvelle avenue ou peut-être un nouvel index thérapeutique chez les patients atteints d'un cancer. Puis de façon plus récente, les AOD et les nouveaux agents anticoagulants directs sont aussi disponibles, ils sont utilisés pour le traitement et la prévention des TVP et des EP chez des patients qui ne sont pas nécessairement atteints d'un cancer. Donc, on va regarder les données, puis on va voir où devrait aller la pratique. Comme j'ai mentionné, depuis plusieurs années, c'est les HBPM qui sont la première ligne de traitement, parce que les HBPM ont été comparés aux antagonistes de la vitamine K, puis ont vraiment démontré dans 5 essais randomisés que si on combine toutes les données ensemble, puis on regarde à l'efficacité, il y a une diminution du risque relatif d'environ 50 % d'avoir la maladie veineuse thromboembolique récidivante sans avoir d'augmentation des hémorragies majeures. Donc, pas de différence dans l'innocuité. Donc, ça fait du sens, bien sûr, qu'on utilise les héparines de bas poids moléculaire. Puis, en plus, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, il n'y a pas nécessairement de prise de sang pour avoir un contrôle thérapeutique, donc certains avantages.
mais ça demeure quand même, c'est un anticoagulant qui est donné par voie parentérale, donc les patients doivent apprendre à se donner une injection sous-cutanée, puis ils le font de façon quotidienne à la maison. Donc, on se pose la question, si les gens reçoivent une anticoagulation sous-cutanée, est-ce qu'ils sont plus à risque d'arrêter le traitement qui est recommandé par le professionnel de la santé ou non? Il y a certaines données des États-Unis qui démontrent que peut-être chez certains patients qui commencent avec une HBPM, ils ont un petit peu plus de chances de vouloir changer un agent RAL, que ce soit la warfarine ou les AOD, pendant le cours du traitement, ou de vouloir arrêter le traitement. Ce qui amène à la question, est-ce que les nouveaux agents anticoagulants directs, les AOD, est-ce qu'ils pourraient être utilisés pour le traitement de la thromboembolie veineuse chez les patients atteints d'un cancer? Comme on a mentionné précédemment, ils ont déjà été étudiés et comparés aux antagonistes de la vitamine K pour le traitement de la TVP puis de l'EP chez les patients qui ne sont pas nécessairement atteints d'un cancer, puis ont démontré une efficacité similaire et une équité similaire aussi. Dans la littérature, quand on cherche, il y a quelques études qualitatives qui ont regardé l'utilisation des AOD chez les patients qui avaient une TAV spécifiquement chez les patients atteints d'un cancer, qui ont démontré que l'efficacité et l'inocuité semblaient plus ou moins similaires. Mais pour changer la pratique, ça prend des essais randomisés, ça prend des essais qui comparent les AOD aux héparines de bas poids moléculaire. Puis dans la dernière année, il y a eu 3 études qui ont été présentées, OcuSight VTE Cancer, ADAM VTE et puis l'étude SELECT-D. Je vais passer plus de temps avec la première étude, OcuSight VTE Cancer, simplement parce que c'est la plus grosse étude. C'est un essai randomisé qui a inclus plus de 1000 patients qui avaient une TEV chez les patients atteints d'un cancer. Les patients ont été randomisés à 5 jours d'héparine de bas poids moléculaire suivis par un AOD. Dans ce cas-ci, c'était l'Edoxaban, 60 mg une fois par jour pour au moins 6 mois puis jusqu'à 12 mois. Et puis le bras comparateur, c'était l'HBPM. Dans ce cas-ci, c'était la daltaparine, 200 unités par kilo par jour pour le premier mois, puis une réduction de la dose à du 150 unités par kilo pour au moins 6 mois et puis jusqu'à 12 mois. L'issue primaire était une combinaison du premier événement de maladie veineuse thromboembolique récidivante ou d'hémorragie majeure, et puis c'est un essai de non-infériorité, un essai ouvert de non-infériorité. Quand on regarde à l'issue primaire, la conclusion de l'article, c'était que l'Edoxaban est non inférieur à la daltaparine pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints d'un cancer. Le ratio de risque était de 0,097 et puis le P était statistiquement significatif pour la non-infériorité. Comme clinicien, on se dit toujours, c'est quoi les sous-groupes? Est-ce qu'on regarde juste à l'efficacité, l'innocuité, est-ce que c'est similaire? Mais quand on regarde à la TEV récidivante, les gens qui ont reçu l'Edoxaban étaient moins à haut risque d'avoir la maladie veineuse thromboembolique récidivante avec un rapport de risque de 0,7, avec un P qui n'était pas statistiquement significatif, mais ça vient avec un coût d'une augmentation du risque des hémorragies majeures avec un rapport de risque de 1,77 qui était statistiquement significatif. Comme clinicien, on se dit, bien, ça semble intéressant. Il y a peut-être certains patients pour lesquels on pourrait utiliser un AOD. Mais Marc, tu viens de dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de segments. Est-ce qu'on peut prédire le site du segment? Et puis, est-ce qu'on peut prédire quel type de tumeur qui va saigner plus? Quand on regarde les différences entre les deux groupes par rapport aux segments, aux hémorragies majeures, on peut voir que les différences, ce n'est pas nécessairement dans la sévérité des segments. Ce n'est pas une différence entre les hémorragies mortelles. Ce n'est pas les hémorragies qui étaient intracrâniennes. La grande majorité de la différence, c'était que les patients qui ont reçu l'Edoxaban étaient à plus haut risque d'avoir des hémorragies digestives hautes. Puis quand on regarde quel type de patients, c'était surtout des patients qui avaient des tumeurs gastro-intestinales. Donc, quand on met tout ça ensemble, on peut peut-être se dire, bien, ça semble bien, il semble avoir certains patients on pourrait utiliser un AOD, mais peut-être qu'il y a certains patients qui bénéficieraient d'une héparine de bas poids moléculaire. Est-ce qu'on peut faire un changement de la pratique? Est-ce qu'on reste avec une héparine de bas poids moléculaire pour tout le monde? Est-ce qu'on utilise un AOD pour tout le monde? Mais la réponse à ça, c'est probablement dans le milieu. Il faut adapter l'anticoagulothérapie dépendant des caractéristiques de nos patients. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas un risque de saignement élevé. On a parlé de certains types de tumeurs qui étaient à plus haut risque. On a parlé des tumeurs gastro-intestinales. Il y a aussi, dans l'étude SELECT-D, qui a comparé un AOD avec une héparine de bas poids moléculaire, il y avait un plus haut risque de saignement non majeur, mais cliniquement important chez les gens qui avaient une tumeur urothéliale. Donc, il faut peut-être faire attention avec ces patients-là. Puis, il faut faire aussi attention qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse parce que les différents AOD vont avoir différentes interactions. Donc, il faut vérifier avec un pharmacien aussi. Ce qui est le plus important, bien sûr, c'est la préférence du patient.
quand le patient vient nous voir en clinique, il ne se voit pas nécessairement comme un patient qui a eu une TEV, il se voit comme un patient qui a un diagnostic de cancer. Donc, c'est important de prendre ça en ligne de compte parce que la première chose que le patient pense, le patient va comprendre qu'il a besoin d'une anticoagulothérapie, mais la première chose qu'il pense, c'est qu'il ne veut pas que l'anticoagulothérapie va interagir avec la chimiothérapie ou la chirurgie ou la radiation qu'il va avoir besoin pour le cancer sous-jacent. La deuxième chose qu'il va penser, c'est l'efficacité. La troisième, l'innocuité. Puis la dernière chose qu'il va penser, c'est la route d'administration. Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'indépendamment de ce qu'on choisit comme anticoagulothérapie, que ce soit meilleur pour le patient de commencer un AOD versus une héparine de bas pas moléculaire, ça a peu d'importance. L'important, c'est d'expliquer au patient et puis de s'assurer que les autres critères soient satisfaits afin de faire une bonne décision clinique avec lui ou elle. Ce que je voulais faire dans les dernières 10 minutes, c'était vraiment de faire 3 choses. La première chose, c'était de réviser que la TEV chez les patients avec cancer, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences importantes, augmentation de la morbidité, augmentation de la mortalité. Des fois, on ne peut pas nécessairement l'éviter, mais quand on est capable de faire l'enseignement pour les signes et symptômes aux patients, aux professionnels de la santé pour avoir un diagnostic qui est rapide, une anticoagulothérapie qui est efficace, bien, peut-être qu'on va pouvoir limiter la morbidité et la mortalité associées. C'est sûr qu'on a plus d'outils maintenant. On a les AOD, on a les héparines de bas pas moléculaires. Dans certains cas très, très rares, peut-être les antagonistes de la vitamine K. Donc, on a plus d'outils. Donc, on va pouvoir adapter l'anticoagulothérapie selon les différentes caractéristiques du patient et de la préférence du patient, bien sûr. Je vous remercie de votre attention.